Pendant que Philippe Poutou serre la main d'Emmanuel Todd, on commence cette émission qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée spéciale consacrée aux grands enjeux de la campagne présidentielle. Depuis ce matin, les émissions de France Culture s'interrogent du village au global, comment exister dans la mondialisation. Il s'agit évidemment de porter un regard sur cette campagne très incertaine, où les cartes du clivage gauche-droite semblent rebattues, où les deux partis qui s'alternent au pouvoir depuis des décennies pourraient ne même pas figurer au second tour. En novembre 2016, le magazine britannique The Economist posait sa question rituelle « What the world thinks about globalization ?» Ce que le monde pense de la globalisation. Dans cette enquête, auprès des populations mondiales donc, lorsqu'on demande si la mondialisation est une force agissante pour le meilleur ou pour le pire, eh bien les Français sont les seuls à placer le pire au plus haut, à égalité avec le meilleur. 37% des Français sont dans ce cas. Alors la France, première victime de la mondialisation, c'est la question qu'on va vous poser. Emmanuel Todd, bonjour. Bonjour. On a commencé à vous entendre dans le journal. Vous êtes historien, démographe aussi, on peut dire. En tout cas, vous utilisez la démographie beaucoup dans vos travaux. On vous connaît notamment l'un des majeur, le mystère français, c'était avec Hervé Lebras au Seuil, plus récemment qui est Charlie, qui avait beaucoup fait polémique et qui vous a valu notamment cette animosité du monde peut-être que vous avez étrillée pendant le journal. Oh non, pas le monde spécialement, j'ai eu tout le monde aux fesses. Donc, vous étiez venu en parler ici, en tout cas pas chez nous, vous étiez venu en parler évidemment, Emmanuel. Non, mon animosité contre le monde vient de l'espèce de campagne qu'ils ont déclenchée avec leur truc décodex, de mise à l'index, c'est du fact-checking, c'est du fact-checking, le décodex. Non, parce que ce qu'ils font, c'est qu'il y a effectivement des sites pourris, mais ce à quoi joue le monde, c'est mélanger des sites d'information contestataires parfaitement valables et sérieux, comme le site de mon copain Olivier Berruyer, le site Les Crises, de le mélanger dans leur truc mis en rouge, avec des sites effectivement pourris. Donc c'est un instrument qui leur permet d'établir des amalgames. C'est ça qui est dangereux et qui en fait une sorte d'index pervers. Pourquoi vous étiez concerné par ça directement ? Parce que je suis scandalisé. Je d'accord, connais très bien le site Les Crises, okay. C'est très utile. Quand j'ai un truc que je veux faire passer et où la presse générale m'est fermée, j'appelle mon copain Olivier Berruyer. On a fait des interviews formidables sur l'affrontement à venir entre les États-Unis et l'Allemagne, qui s'avère prophétique d'ailleurs, qui ont été reproduites et traduites en japonais, et ce site est marqué en rouge par le monde. C'est-à-dire je suis directement, à travers plutôt mon copain. Voilà, donc c'est pour ça, mon animosité vis-à-vis journal a été avivée par ça. Pour Charlie, ils ont été comme tout le monde, pas pire. Et pour reprendre justement ce clivage entre système et anti-système qui marque le début de cette campagne, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, voilà, il y a une parole officielle, il y a un système qui empêche les anti-systèmes de s'exprimer, Emmanuel Todd ? Je sais pas, je crois que la France est prise en tenaille entre deux choses, c'est-à-dire que il y a la problématique de la mondialisation, de la globalisation, mais c'est une problématique qui avance très vite. Et les sondages que vous évoquez sont dépassés comme tous les sondages. Parce que les pays qui se sont mis en marche contre la globalisation, où les sondages ne disent pas des choses absolument catastrophiques, ce sont les États-Unis et l'Angleterre. C'est les pays qui l'ont lancé. L'élection de Trump, le succès imparfait de Sanders, s'est fait largement sur des thèmes anti-globalisation. C'est-à-dire ce qui était commun aux deux, c'était la mise en question du libre-échange, qui est le cœur de la globalisation. Et ce qu'ajoutait, si on peut dire, Trump à Sanders, c'était une coloration de droite avec un élément de xénophobie, avec son histoire de mur à la frontière. Et en fait, ça a commencé, et Trump a amorcé, effectivement, sur les thèmes économiques de la globalisation, un conflit avec la Chine, un conflit avec l'Allemagne, et ça bouge très vite là-bas. Alors en France, on a une opinion qui, dans les sondages, a l'air plus hostile, mais où en fait les effets négatifs de la mondialisation ont été d'un genre différent, c'est-à-dire que les classes moyennes restent assez protégées en fait par le rôle de l'État, par la gratuité de l'enseignement en France qui reste très grande, où les jeunes payent un tribut très élevé, et les catégories populaires avec ces 10% de chômage structurel, mais s'ajoute en France cette espèce d'aggravation d'un certain type de choses et de paralysie par le système européen et par l'euro. Donc en fait, en France, la première chose à faire, avant de mettre en question la globalisation,
ça serait de retrouver une autonomie monétaire. Le Japon essaie de lutter contre les effets de la globalisation par des politiques monétaires audacieuses. C'est ce qu'ont commencé à faire les États-Unis et l'Angleterre. Ça ne suffit pas. Donc, ils passent au protectionnisme. Mais la réalité de la France dans le système européen, c'est qu'elle ne peut rien faire. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce système politique qui part en sucette, parce que même les acteurs sont désespérés. J'ai parlé des électeurs, mais au fond, je suis sûr qu'au fond d'eux-mêmes, des types comme Fillon, des types comme Hamon, j'en oublie, il y en a d'autres. Macron, sont des gens qui savent très bien que se faire élire président de la République en France, c'est un truc sympa pour passer à la télé. C'est un truc pour habiter dans un endroit agréable pendant 5 ans. Si on passe à la télé, c'est quand même mieux pour draguer pour un homme ensuite. Vous voyez, je crois que c'est devenu ça. C'est une sorte de gratification narcissique. Mais ils savent qu'ils pourront y faire. Ils ont tous été faire allégeance à l'Allemagne déjà. Tous. Hamon, Macron et Fillon. Tous, ils ont déjà dit que ils allaient être élus non pas pour être président de la République française, mais pour être notre représentant à Berlin. Écoutez, je renvoie les auditeurs vers les déclarations des uns et des autres. Mais Christophe... Faites du fact-checking. Ouais, exactement, Emmanuel Todd. Vous disiez que... J'attends validation par le journal Le Monde. Oui, surtout, j'aurais parlé des codeurs. Vous disiez que les classes moyennes françaises ont été finalement plutôt épargnées par la mondialisation. C'est pas tout à fait l'analyse d'un géographe qui est Christophe Guilluy. Il était l'invité des Matins de France Culture le 13 septembre 2016 pour Le crépuscule de la France d'en haut, son dernier essai. Et voilà ce qu'il disait. Le modèle mondialisé, c'est la division internationale du travail. Bon, on nous a expliqué ça en nous disant, mais bon, c'est pas très grave, puisque finalement, on va tous devenir des cadres, et puis finalement, tout le monde en France va bénéficier de cette nouvelle donne. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, aujourd'hui, les catégories modestes, on n'en a plus besoin pour faire tourner la boutique, je mets ça entre guillemets, et vous avez très logiquement, finalement, des gens qui ne font plus partie de ce qu'on appelait hier la classe moyenne. D'ailleurs, le terme même classe moyenne ne devrait même plus être utilisé. Pour moi, c'est terminé. Donc, ces gens sont sortis de la classe moyenne, vivent sur des territoires où on crée très peu d'emplois. Et d'ailleurs, quand vous avez une fermeture d'usine ou d'entreprise sur ces territoires-là, vous avez une radicalité sociale qui monte très très vite. On l'a vu avec l'affaire des bonnets rouges, mais c'est vrai un peu partout en France. Pourquoi? Parce que quand vous avez une fermeture d'usine, d'entreprise, vous ne pouvez pas rebondir. La zone d'emploi à proximité, en général, est pas très très favorisée non plus, est peu dynamique, et vous n'allez pas retrouver d'emploi. Et aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui est très nouveau, c'est que sur l'ensemble de ces territoires, vous avez un processus de sédentarisation. Pas seulement des personnes âgées, etc., comme on pouvait le croire, mais toutes tranches d'âge confondues. Donc on a bien une France dont l'économie n'a plus besoin, parce que c'est ça le modèle mondialisé. Pourquoi est-ce qu'il y a une contestation de la mondialisation sur ces territoires? Pas parce que les gens sont méchants, etc. Non, parce qu'ils font un constat, un diagnostic depuis 20-30 ans, pour eux et pour leurs enfants, c'est qu'effectivement, la classe moyenne a disparu. Et c'est ça la nouvelle géographie sociale. Emmanuel Todd, est-ce que vous constatez aussi cette nouvelle géographie sociale? Sur ce plan, c'est une question de mots. J'ai des désaccords avec Guilluy, mais pas là-dessus. C'est-à-dire, il faut s'entendre sur le mot classe moyenne. Je crois, si j'ai bien compris, ce qu'il évoquait, c'était plutôt le reflux du monde ouvrier qui a été riche, prospère et plein d'optimisme vers une sorte de reprolétarisation. Donc, en fait, il parle aussi pour le tertiaire, pour les services. Quand je parlais d'une classe moyenne protégée, je parlais des gens comme nous. C'est-à-dire des gens qui ont eu une éducation supérieure, qui sont dans les secteurs protégés, qui ont des enfants qui vont faire des études supérieures. C'est-à-dire, peut-être que j'ai employé, moi, le mot de classe moyenne au sens de classe moyenne, moyenne ou classe moyenne supérieure. Voilà, donc... Mais alors, est-ce que cette mondialisation a redessiné une carte de la France? Vous qui avez beaucoup travaillé sur les territoires, redessiné une carte de la France qui s'exprime aujourd'hui dans cette campagne présidentielle? Alors, honnêtement, de toute façon, je m'excuse de le dire, mais les résultats de la campagne présidentielle, on les a pas. Si vous voulez. Non, évidemment. Mais et les sondages d'opinion qu'on vous donne, qui sont faits sur 1000 personnes, ne vous permettent pas de dire comment vivent tel et tel territoire. Donc en fait, on a eu des élections précédentes, des élections locales notamment, élections européennes. On voit ce qui se dessine quand même. Oui, évidemment, le phénomène d'aliénation générale du monde populaire ouvrier
est à l'origine de l'incrustation du Front National comme parti contestataire. Ça dure depuis tellement longtemps et c'est tellement établi dans des territoires. Je pense plutôt, là, en parlant du monde ouvrier, je pense plutôt à tout le nord-est du système français, les zones de dévastation de l'industrie la plus traditionnelle, qu'il faut bien comprendre que ça n'est plus réversible. C'est-à-dire il y a presque une incrustation anthropologique du Front National. Dans le Midi, sur la façade méditerranéenne, ça serait autre chose. Mais l'industrie, effectivement, c'est ce qu'on avait vu avec le Bras dans le ministère français. On a un peu oublié qu'il y avait eu de l'industrie dans le Midi. Et l'industrie du Midi, alors là, simplement, complètement disparu. Et le Front National est plutôt incrusté dans des catégories de petits commerçants et de choses comme ça. Donc, bien entendu, ça joue. Mais je crois vraiment que en France, je suis désolé d'insister là-dessus, j'ai l'air de vouloir nous faire sortir du sujet, mais c'est pas ça, c'est que il y a un problème de mondialisation. Guy lui a raison quand il dit que la mondialisation crée des populations dont on n'a plus l'usage. Et d'ailleurs, Pierre-Noël Giraud, qui est économiste et professeur à l'école des mines, a écrit un bouquin très important qui s'appelle L'homme inutile, en fait. Et que ça aboutit à faire L'homme inutile. Mais les débats français, au stade actuel, sont complètement dépassés. C'est-à-dire, les Français sont des faux critiques de ce qui se passe. On n'est plus un peuple sérieux. C'est-à-dire que on a certainement parmi les gens... Quelles sont les fausses critiques et quelles seraient les bonnes critiques? C'est-à-dire qu'on a été assez précoce dans l'analyse critique du libre-échange. Un type comme Jacques Sapir est un économiste important qui a fait une critique de la globalisation tout à fait pertinente, qui a également fait une critique de l'euro pertinente. Mais actuellement, ce qui est particulier dans le cas de la France, c'est que au moment même où la partie la plus active du monde occidental, le leader historique du monde occidental depuis la révolution anglaise de 1688, c'est-à-dire les Anglo-Américains, prennent le virage anti-globalisation, en France, malgré le tempérament égalitaire, teigneux qui nous est particulier, qui nous a amené à être les plus pessimistes, les plus contestataires, les plus capables de refuser la montée des inégalités en termes monétaires a été très faible en France par rapport à ce qui se fait d'ailleurs, on est totalement hors jeu et paralysé et de plus en plus, puisque là, l'une des caractéristiques de cette campagne présidentielle, c'est que les problématiques économiques sérieuses n'y sont plus abordées et plus personne ne parle de l'Europe. Alors que l'Europe est devenue le Front National en parle, Mélenchon en parle. Oui, mais Macron en parle peut-être pas dans le sens que vous voudriez. Oui, mais j'ai peine, j'arrive pas. Peut-être que je ne suis plus assez les choses. Peut-être que je ne suis pas. Peut-être que je suis un peu injuste avec Mélenchon. Il m'arrive de me poser des questions parce que le personnage m'énerve. Mais peut-être c'est lui qui est encore le plus proche de la vérité. Mais moi, j'en ai marre. Les gens du Front National, je n'arrive pas à les prendre au sérieux parce que leur critique économique du système ne peut pas marcher concrètement. C'est-à-dire que le protectionnisme, qui est bien entendu le remède à la mondialisation, à la globalisation, un protectionnisme intelligent, mesuré, où on pense les choses, qui sont les choses qui commencent d'être amorcées aux États-Unis, ça suppose un principe de solidarité nationale et territoriale. C'est pour ça qu'il a toujours un peu cette dimension xénophobe quand même. Si vous voulez, l'histoire du mur face à l'immigration, les projets de relance interne de l'industrie, c'est vrai, c'est une sorte de redéfinition de la nation sur une base interne, autonome. C'est pas toujours sympathique, c'est pas toujours agréable, etc. Mais la condition pour que ça marche, et surtout pour un pays comme la France, qui n'est pas une puissance gigantesque, parce que ça serait difficile de sortir de l'euro, ça serait difficile de faire du protectionnisme intelligent, c'est de s'assurer la participation de tous les Français, ou même de tous les gens qui sont sur le territoire et qui sont solidaires. Et le Front National nous parle de protectionnisme, mollement de sortie de l'euro, tout en nous disant que 10% des Français sont pas des vrais Français. Mais ça peut pas marcher. Il faut choisir.
Je veux dire, comment dire, la chose qui devrait précéder la condition nécessaire d'une sortie de l'euro, d'une politique protectionniste intelligente, c'est une sorte de fête de la fédération où les électeurs du Front National et les Français d'origine maghrébine se réconcilient et se disent tous, on est des Français, on va retrousser nos manches et on va s'en sortir ensemble. C'est pour ça que le Front National est au fond pas plus sérieux que les autres. Jacques Sapir, l'économiste que vous citiez tout à l'heure, a appelé, je crois que c'était en début d'année dernière, à un front souverainiste qui irait de Marine Le Pen à Mélenchon probablement. Eh bien, je viens de dire pourquoi je trouve qu'il déconnait. Très bien, voilà qui est dit. En revanche, pour reprendre ce que vous avez pu dire à une époque, Emmanuel Todd... Et ça reste un très bon économiste, même s'il a déconné. Écoutez, on peut être bon dans son domaine et déconner de temps en temps, c'est certain. L'Europe n'a pas toujours reçu vos critiques, ou en tout cas toujours reçu vos critiques, mais pas toujours dans ce sens-là. Vous avez même pu y voir à une certaine époque une sorte de remède, de facilitateur. Ça aurait pu être une Europe différente. C'est plus possible aujourd'hui. Moi, j'ai milité pendant des années. Alors, au départ, j'ai pensé que ça allait foirer, parce que les différences de mœurs, de comportement entre Français, Allemands, Italiens, Anglais. Je suis anthropologue, moi de métier, donc ça pouvait pas marcher. Donc quand j'ai vu le traité de Maastricht, à l'époque j'étais un bon Européen paisible, je me foutais de tout. Je me suis dit ça va pas marcher. Donc j'ai voté non à Maastricht et puis j'étais contre. Ensuite l'euro a été fait. Je suis pas un obstiné, donc je me suis dit comment on peut faire marcher ce truc. Parce que il faut une constitution. Comment ? Il faut une constitution. Mais non, pas du tout. Ça, vous nous faites du Bernard Guetta, ça. C'est. Alors là, Bernard Guetta. Voilà, non, mais c'est un ami d'enfance, donc ça n'a pas d'importance. Et non, parce que ça, c'est des mots, c'est des trucs institutionnels. Et puis, en vérité, l'architecture institutionnelle autoritaire de l'Europe centralisée, elle existe déjà, puisque les Allemands prennent toutes les décisions. Donc, l'Europe fédérale est réalisée sur la base des volontés allemandes. Moi, ce que je proposais, c'est ce que j'appelais protectionnisme européen. Ça aurait été la politique économique de Sanders ou de Trump appliquée à une masse continentale qui était la première puissance industrielle du monde et qui aurait permis de regonfler les salaires, d'apaiser les tensions entre les composantes de l'Union européenne, etc. Mais donc j'ai milité là-dessus, j'étais très positif. Il y a eu des époques, au moment de la guerre d'Irak, où je demandais que la France partage son siège de membre permanent du Conseil de sécurité avec l'Allemagne. Mon âme est pure. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais qu'on voit... Mais pourquoi l'Allemagne a-t-elle changé ? Pourquoi l'Allemagne aurait-elle changé de position ? Mais l'Allemagne tout d'un coup devient un allié, devient le pire ennemi. Comment ? Mais parce que les Allemands n'ont pas été à la hauteur... Ils n'ont pas été à la hauteur de leur grandeur. Ils sont devenus, comme c'est normal d'ailleurs dans l'histoire européenne, depuis Guillaume II, la première puissance économique, le leader économique du continent. Mais ils ont refusé leur responsabilité, même impériale. Donc ils sont restés dans une politique égoïste de compression de la demande intérieure chez eux, de massacre des économies périphériques, et c'est évident qu'ils sont irrécupérables. Alors, petit récapitulatif par rapport à notre thème de la mondialisation. Vous nous expliquez que la mondialisation a beaucoup de défauts, et que d'ailleurs, maintenant, les gens qui sont les plus en avance, c'est-à-dire les anglo-saxons, les anglais, les américains, sont en train de sortir de ce phénomène de mondialisation, de se protéger, etc. Et que nous devrions faire de même. Tout le monde devrait faire de même, finalement, si on vous entend bien. Est-ce que vous pensez qu'un système où chaque nation serait revenue derrière des barrières douanières et peut-être derrière une forme de défense d'intérêt national, est-ce que le monde serait vraiment meilleur, selon vous, sur un plan économique général et sur le plan de la vie? Il faut bien voir c'est une question, pas une critique. Que le libre-échange, c'est une idéologie qui vise à une perfection idéologique, donc, où tout le monde fait la même chose et abaisse toutes les barrières douanières, favorise les migrations avec l'aide de M. Poutou, qu'on a entendu, puisque l'extrême gauche, en vérité, est du côté du capitalisme. Il est plus là pour se défendre. Je pense qu'il n'accepterait pas cette association. On va vous dénoncer au monde. Les gens, quand ils, je veux dire, quand ils sont partis. Quand ils sont partis. Mais en fait, le protectionnisme, ça n'est pas juste l'inverse. Il n'y a pas un protectionnisme idéal. Le protectionnisme, c'est un pragmatisme. Il n'y a que des protectionnismes, que les choses se posent de façon différente pour tous les pays. Alors donc, même par exemple, bon protectionnisme, est-ce que ça serait mieux ? Par exemple, les États-Unis, ils vont se choisir des partenaires commerciaux préférentiels. Ils se sont choisis les Anglais. Je pense que leur hostilité à l'Allemagne
indiquent que le Japon va rester un partenaire privilégié D'ailleurs, aujourd'hui, Trump des voit AB. États-Unis, Oui. et que le monde, l'anglosphère plus le Japon, ça reste la domination mondiale parce que les Japonais, comme les Américains, produisent presque un tiers des brevets mondiaux. L'Europe, il y a plusieurs possibilités. L'idéal, ça serait que les Allemands prennent tellement peur d'être ciblés par les Américains, ce que vient de faire Trump, parce qu'en fait l'Amérique veut se protéger de BMW, de Mercedes, etc., que les Allemands finissent par changer d'avis et prennent en charge un protectionnisme européen. Parce que là, personnellement, je ne les en crois pas capables. S'ils n'en sont pas capables, la solution pour un pays comme la France, qui est de taille moyenne, et pour sortir, comme Fillon l'autre jour a prononcé le mot emmerder, etc., maintenant on a le droit, je considère que c'est licite, donc je peux dire que pour nous, la solution pour sortir du merdier, ça ne pourra pas être de le faire tout seul, mais il faut s'appuyer sur des gens extérieurs. Et pour nous, l'appui sur le monde extérieur, si l'Allemagne continue persiste dans sa politique libre-échangiste folle, parce que c'est maintenant eux les parangons du libre-échangiste et de l'Europe libre-échangiste, il va falloir s'appuyer sur les États-Unis. C'est-à-dire il va falloir essayer de devenir un partenaire des anglo-saxons. Je pense que c'est notre vocation historique. On est l'autre tradition libérale, en fait, dans le monde. On a contribué avec les anglo-saxons à inventer la vraie démocratie, ce qui n'est pas le cas des Allemands. Et donc, on va avoir la France, je pense que les élites françaises vont être confrontées à un choix extrêmement douloureux entre Berlin et Washington. Moi, j'ai déjà annoncé chez Tadi que je faisais allégeance à Washington. France Culture. La Grande Table. Raphaël Bourgois. La Grande Table, dans le cadre de cette journée spéciale sur France Culture, du village au global, comment exister dans la mondialisation. Notre invité est Emmanuel Todd, qui vient de faire allégeance aux États-Unis. Et à Donald Trump. Et à Donald Trump, en forme de mental. Ah, voilà. Non, il y a une guerre civile aux États-Unis. La situation. Vous étiez venu en parler. Non, oui, mais il y a une guerre civile. Il ne faut pas croire que je suis aveugle à ce qui se passe. Il y a un camp globaliste qui est toujours les Clintoniens, qui est toujours en place. Il y a une presse qu'ils contrôlent. New York Times, le Washington Post sont devenus complètement fous. Enfin, et puis un camp national qui est représenté par Trump et actuellement le Parti républicain, mais pas tout le Parti républicain. Ça va durer. Les deux forces sont presque égales et il va falloir qu'ils négocient à un moment donné. Et d'ailleurs, on voit déjà le système des contre-pouvoirs américains qui fonctionne. Et donc, du coup, j'en ai oublié la question. Non, c'était pas une question, moins une question qu'une relance. Mais justement, je voulais vous ramener un peu à la situation française. Ils vont devoir négocier. Je veux dire, je pense que les Américains vont devoir arriver à une synthèse. Mais quand on vous entend, on a l'impression que vous soutenez finalement la politique de Trump. Non, j'approuve. Je dirais que j'approuve la politique économique. J'approuve la politique de désengagement idéologique universaliste international qui aboutit à une Amérique qui veut imposer ses valeurs à l'ensemble du monde. Donc je pense que la logique de la politique extérieure de Trump va être une logique de puissance normale qui se cherche des alliés. Je déplore la dimension xénophobe, hystérique du comportement de Trump, mais en historien et en anthropologue, j'ai tendance à admettre que la démocratie, qui est quand même toujours au départ une population solidaire sur un territoire, a toujours une dimension cachée de xénophobie potentielle. Et donc, quelque part, même si ça me déplaît, même si ça me fait horreur, comme je suis historien, je dis, c'est peut-être une nécessité historique que la sortie de la globalisation inclut certains éléments désagréables. Mais j'ai un peu confiance dans l'Amérique. Le phénomène Sanders et l'existence d'une opposition au libre-échange dans le camp démocrate me fait espérer une négociation et une synthèse
acceptable pour nous. On l'entend, vous n'êtes pas complètement pessimiste, Emmanuel Todd, et puisque vous déplorez Ah non, la xénophobie... je trouve que les États-Unis sont un pays formidable. Non, mais pas que sur les États-Unis, sur la situation du monde et de la mondialisation en règle générale. Ce que j'aimerais comprendre dans ce que vous nous dites, et surtout pour essayer d'ouvrir des perspectives un petit peu à l'aune de cette élection présidentielle dans laquelle on est, qu'on le veuille ou non, pris aujourd'hui en France, c'est si on oppose les mondialistes, on va dire, d'un côté, de l'autre côté, c'est, comme le dit Marine Le Pen, les patriotes. Comment surfer, on va dire, sur cette opposition sans tomber dans la xénophobie? Ah non, mais là, c'est bidon. Ah non, moi, je veux plus rentrer là-dedans. J'ai admis tout à l'heure que j'avais peut-être été pas suffisamment gentil avec Mélenchon. Ça veut pas dire que je l'approuve. J'aime pas son style. Et d'ailleurs, bon, voilà. Mais pour moi, la distinction de Marine Le Pen entre patriote et globaliste est conceptuellement pertinente. Je veux dire, on s'avance d'une situation où la conceptualisation par le Front National est plutôt meilleure que celle des gens d'en face, qui sont dans le vide. Voilà. Mais le Front National n'est pas patriote, pour les raisons que j'ai dit. Quand on est patriote, quand on aime son pays, on veut l'unité de sa population. Moi, je suis patriote. Moi, je veux que les électeurs du Front National et les musulmans français, ou les Français d'origine musulmane, puisque la plupart des musulmans ne sont même pas pratiquants, soient dans l'Alliance nationale. Vous voyez, c'est ça le patriotisme. Mais le Front National n'est pas plus patriote que les autres. Donc il n'y a plus rien. C'est ça qui est particulier de la France actuelle. C'est le moment du grand vide. Tout le monde s'affole. On sent un élément d'affolement dans le système politique, médiatique. Tout le monde se critique. On va vers quoi alors? On va vers quoi? On va vers une crise de régime. C'est-à-dire? Je sais pas, moi. Je suis pas devin. Ça veut dire quoi, crise de régime? Mais j'en sais rien. De toute façon, vous dites un mot. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Je veux dire, soit les gens vont. Là, je peux pas aller plus loin. Vous voyez, mais je trouve que déjà des candidats à la présidence de la République qui, avant même d'être élus par le peuple français, vont tous à Berlin pour se faire valider. C'est votre lecture, ça, pour se faire valider, Emmanuel Todd. Ils vont voir un partenaire. Ils vont aussi à Londres, ils vont aussi en Italie. Mais de toute façon, je suis en désaccord avec la majorité des gens du système médiatique, de la profession. Non, mais je vous donne pas mon avis. J'établis un fait. Comment? J'établis un fait. Je vous donne pas mon avis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à Berlin. Ils vont aussi en Angleterre. Ils vont au Japon. Ils vont en Italie. Là, pas du tout. Maintenant, ils en sont déjà à désigner l'Angleterre du Brexit, car je vous rappelle que l'Angleterre est en train de se carapater à l'extérieur de ce navire en perdition par le Brexit. Et c'est des Anglais, ils parlent anglais, ils sont libéraux, ils respectent la démocratie. C'est quand même l'un des trucs qui pèse sur le système politico-médiatique français, c'est d'avoir... je regardais l'une de ces émissions, pas mal. C'était une de ces émissions d'ailleurs où la journaliste, qui était très bien, essayait de rappeler à l'ordre les experts il fallait commenter Trump comme d'habitude. Donc on était dans la thématique du Trump est fou, Trump est cinglé, Trump est méchant, Trump est blond, sa femme raconte n'importe quoi. Vous voyez ce genre de truc. Et puis, mais quand même, au début, les commentateurs disaient quand même, c'est scandaleux. Les États-Unis, c'est plus un pays démocratique. Regardez ce président, je caricature, ce président qui va appliquer son programme. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est comme en France. On a une campagne électorale où on raconte n'importe quoi, et ensuite on a un président qui n'applique pas son programme, et puis qui obéit aux Allemands. Pour rester sur les anglo-saxons quand même, on a parfois du mal à penser que effectivement la démondialisation commence par eux, alors que ce sont eux qui ont finalement inventé le système libéral au sens économique du terme. Ce sont eux qui en tirent sans doute le plus d'avantages. Et par ailleurs, le système Trump, ce n'est pas seulement la protection, c'est aussi l'aide aux grandes entreprises et la poursuite du business. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre que cette démondialisation viendrait comme ça des anglo-saxons? Il faut rappeler, juste Emmanuel Todd, pour nos auditeurs, que vous aviez signé la préface du livre d'Arnaud Montebourg, Voter pour la démondialisation, et peut-être redéfinir rapidement ce que ça veut dire, et puis ensuite répondre à la question. Sur le bouquin, j'ai même oublié ce qu'il y avait dedans. Bon, mais non, mais le terme démondialisation, vous l'avez pas oublié. Non, mais le terme, moi, j'aurais pas pris un titre comme ça parce que moi, je suis déglobalisateur et je trouve que la mondialisation, c'est qu'on peut tous communiquer d'un bout à l'autre de la planète. Pour moi, le mondialisation, en un sens culturel, est un truc positif. Donc, et la globalisation, c'est plutôt la globalisation financière. C'est l'économique, c'est le truc qui fait baisser les salaires.
monter. C'est comme vous avez pu le dire, ce qui remplace inégalités. l'ingénieur par le trader. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en théorie, si ça marche, et ça risque de marcher, hein, parce que l'Amérique est vaste et a de la ressource, le programme de Trump devrait revaloriser la situation des ouvriers, des ingénieurs. Contre toute attente, le premier groupe qui serait avantagé par ça serait les Noirs qui ont voté démocrate, puisque les Noirs ont été dézingués en premier par la mondialisation, par la globalisation, pardon, aux États-Unis. Quelle était la question ? Non, ma question, c'était de savoir comment est-ce que ça Oui, les vient. anglo-saxons, Voilà. mais c'est Est-ce qu'il n'y a normal. pas une contradiction, Mais je veux non, dire, non, mais entre le système... quand on est un historien, il y a un très beau bouquin de... l'un des deux auteurs s'appelle Acemoglu et l'autre, j'oublie le nom, qui s'appelle Why Nations Fail, c'est comme pourquoi est-ce que certaines nations échouent, et qui reprend l'histoire du monde depuis la Révolution anglaise de 1788, et qui montre bien que l'histoire de la modernisation du monde depuis cette époque, c'est quelque chose qui est impulsé par le monde anglo-américain. Il y a eu la révolution industrielle anglaise, mais avant, il y avait eu la révolution politique anglaise et l'invention d'un régime représentatif. Ensuite, les Américains ont suivi en inventant la démocratie vraiment, avec tout le monde qui vote, en tout cas les Blancs au départ. Et puis la deuxième globalisation économique, ils font le jeu. Ils font le jeu. Et ils ont eu des phases protectionnistes dans leur histoire. Le décollage anglais, à partir de Cromwell, avant même la révolution de 1788, c'est fait de façon protectionniste. Le décollage américain après la guerre de sécession. C'est pas des idéologues, quoi. Et donc ils ont les Anglais, ils ont et les Américains, ils ont des phénomènes de rupture générationnelle, d'inversion de tendance. Donc ils expérimentent, ils font des choses. Dans un premier temps, c'est favorable. Et puis quand ça cesse d'être favorable et que la population souffre trop, ils sont capables de se retourner. Donc ce qui se passe est juste tout à fait normal. Et les autres, je discutais l'autre jour avec des amis japonais, les Japonais sont très conscients de ça, parce que Meiji, c'est-à-dire le réveil du Japon, ça a été une réaction à l'influence américaine. Mais ce qu'on ne voit pas, et ce que montre Acemoglu et son collègue, c'est que depuis la révolution industrielle anglaise, c'est Meiji pour tout le monde. C'est-à-dire que la Révolution française était une adaptation. Le décollage allemand aussi, la Révolution russe. Alors ça prend des formes perverses, différentes, mais c'est normal. Donc ça continue. Voilà, de l'élection française à la situation et à l'état du monde, vous avez bien rempli le contrat. Merci Emmanuel Todd.